12 octobre 1944. Base navale de Norfolk. Un groupe de prisonnières allemandes posa le pied sur le sol américain, s'attendant à y trouver faiblesse, pauvreté et chaos. Au lieu de cela, leurs yeux se figèrent. Des navires de guerre à perte de vue s'étendaient à l'horizon. L'air tremblait sous le rugissement des machines. D'énormes grues se mouvaient comme des monstres et les usines produisaient des chars et des avions plus vite qu'elles ne pouvaient être comptées. Une femme murmura « Ce n'est pas possible. Cela ne peut pas être réel. On nous avait dit que l'Amérique était douce. Ce que nous voyons prouve exactement le contraire. » Et ce moment choquant allait changer tout ce qu'elle croyait savoir sur la guerre. Le matin du 12 octobre 1944 était vif et frais, avec le parfum du sel apporté par l'Atlantique. Le SS Bremen s'amena lentement à son poste à Norfolk. Sa coque en acier était striée de rouille après des semaines en mer. Sur son pont, un groupe de 47 femmes allemandes, capturées à travers la France, la Belgique et le Reich en décomposition, serraient fermement leurs manteaux légers contre le vent. On leur avait dit par des officiers et la propagande nazie que l'Amérique était un pays de confort mou, incapable de véritablement faire la guerre. Ce qu'elles virent, lorsque la passerelle fut abaissée, commença immédiatement à dissiper cette illusion. Le quai était vivant de bruit. Le claquement métallique des marteaux sur les plaques de coque résonnait comme des cloches de cathédrale réguliers et implacables. Les moteurs diesel toussaient des volutes de fumée noire, tandis que des grues soulevaient des caisses de la taille de cottage sur des wagons attendus. L'odeur était écrasante, goudron graisse et acier chaud se mêlaient à l'air salé. Pour des yeux allemands habitués à la rareté, c'était un assaut d'abondance. Une des femmes, Ingrid, écrivit plus tard dans son journal « Nous nous attendions au vide. Au lieu de cela, nous avons vu un port plus encombré de navires que Hambourg à son apogée. » Le paradoxe ne pouvait être plus clair. Ces prisonnières techniciennes, formées et auxiliaires, s'attendaient à trouver une société creuse. Au lieu de cela, avant même d'avoir touché le sol américain, l'épreuve d'une machine de guerre au-delà de leur imagination les entourait. Le chantier naval de Norfolk employait à lui seul plus de 40 000 hommes et femmes, lançant un Liberty Ship tous les 4 jours. À la fin de la guerre, les chantiers navals américains auraient lancé 2710 navires, un chiffre écrasant la production totale de guerre allemande. Un lieutenant de la marine américaine les escorta le long de la passerelle. Son ton était formel, mais non hostile, une civilité silencieuse qui accentuait leur malaise. Les bottes des femmes résonnaient sur le quai, et leurs yeux allaient et venaient entre les rangs de soldats au repos et l'arrière-plan infini de grues de filets de cargaison et de navires en construction. Le silence, parmi les Allemandes, était lourd rompu, seulement par le froissement des pieds et le claquement rythmique des machines du chantier. Pour les Américains, cela était routine. Pour les prisonnières, c'était une révélation. L'air lui-même semblait chargé de mouvement et de puissance. Elles remarquèrent les détails, un convoi de camions en attente à proximité, leurs réservoirs pleins, leurs bâches neuves, des palettes d'uniformes fraîchement empilées jusqu'à la taille. Pour un peuple rationnant savon et sucre depuis 1940, ce furent des signes d'une abondance inimaginable. Une prisonnière murmura « Disent-elles, ce n'est pas possible. » Une autre serra son écharpe plus fort, comme pour se protéger de quelque chose de plus dangereux que le vent froid. Ce qu'elle voyait n'était pas mis en scène. Ce n'était pas une visite organisée pour les impressionner. C'était simplement la vie quotidienne américaine en temps de guerre. Et ce fait les perturbait plus que n'importe quel film de propagande. Un observateur de la Croix-Rouge, présent pour s'assurer que les prisonnières étaient traitées humainement, nota dans son rapport. Les femmes semblaient désorientées, moins par leur capture que par leur arrivée. Les quais eux-mêmes semblaient communiquer un pouvoir supérieur à la force des armes. Alors que les Allemandes étaient guidées vers les bus attendus,
elles aperçurent une dernière fois l'horizon des mâts de navires et des cheminées de fumée s'élevaient dans le ciel comme une forêt de fer. C'était une image qu'aucune d'entre elles n'oublierait. Mais ce n'était que le début. Leur voyage vers l'intérieur des terres les mènerait plus profondément dans le cœur industriel des États-Unis, au-delà d'évidences encore plus stupéfiantes que les quais de Norfolk. Et à chaque mile, la contradiction entre ce qu'elles croyaient et ce qu'elles observaient devenait encore plus nette. Le convoi quitta Norfolk en début d'après-midi, escorté par une paire de jeeps militaires. Les bus peints en vert olive cahotaient le long de la route côtière, leurs vitres striées de sel marin. À l'intérieur, les femmes allemandes restaient silencieuses et tendues, les yeux irrésistiblement attirés par le paysage qui défilait. Elles s'attendaient à y trouver rareté. Au lieu de cela, mile après mile, l'Amérique se révélait comme un arsenal sans fin. Le premier choc survint seulement quelques minutes après avoir quitté le port. Les chantiers navals s'étendaient sur plusieurs pâtés de maisons fumées et vapeurs s'élevant des portiques, tandis que les soudeurs envoyaient des cascades d'étincelles dans l'air gris. Des rangées de Liberty Ships se tenaient à différents stades de construction, certains réduits à des structures de base, d'autres presque prêts au lancement. Un jeune officier des signaux parmi les prisonnières qui avait étudié les tableaux de tonnage naval murmura incrédule. Un seul chantier ici, plus de coques que dans tout Kiel. Les chiffres confirmaient ses dires. À lui seul, Norfolk produisait des dizaines de destroyers porte-avions et navires auxiliaires en 1944. À travers la nation, les chantiers navals américains produisaient 18 millions de tonnes de navires par an, soit 6 fois la production totale de guerre de l'Allemagne. Le rythme des marteaux et des riveteuses résonnait à travers les fenêtres des bus, comme un battement de cœur industriel. À mesure que le convoi avançait vers l'intérieur des terres, le paysage changea passant des quais aux usines. Des cheminées d'usines ponctuaient l'horizon. Les entrepôts s'étendaient sur des hectares, leurs murs marqués de pochoirs, portant des noms que les femmes ne reconnaissaient que vaguement, à partir de documents américains, interceptés Fort Dupont, Bethlehem Steel. Une prisonnière se rappela plus tard. C'était comme si chaque ville était une caserne, chaque rue une ligne d'approvisionnement. Nous avons alors compris que nos propres journaux nous avaient menti. Ce n'étaient pas des gens mous et distraits, c'était une nation en guerre. Le paradoxe s'approfondissait à chaque mile parcouru. Les routes elles-mêmes semblaient faire partie de cette révélation. Les autoroutes transportaient des flux de camions chargés de caisses de chars et de pièces détachées. L'essence si rare en Allemagne y coulait librement, alimentant un mouvement incessant d'hommes et de matériel. Les femmes en percevaient l'odeur lorsque le convoi ralentissait une fumée de pétrole aigre-douce qui s'accrochait à l'air tiède d'automne. Un des conducteurs, le sergent James Foster, ria légèrement en entendant une prisonnière s'étonner de voir des centaines de camions alignés nez à queue dans un dépôt. « Madame, murmura-t-il, ce n'est même pas la moitié de ce qui circule sur les routes. » Pour lui, c'était banal. Pour elle, c'était inimaginable. À une aire de repos près de Newport News, les bus s'immobilisèrent à côté d'un triage ferroviaire. Là, de longues files de wagons et de plateformes attendaient chacune, marquées à la craie blanche avec leur destination, Pittsburgh, Chicago, St. Louis. Des grues chargeaient des caisses portant des numéros de série, et l'ordre impeccable de l'opération déstabilisa les femmes. Dans le Reich, le chaos régnait. Les raids de bombardement perturbaient les expéditions. Les pénuries forçaient à l'improvisation. Ici, la logistique était propre, efficace et implacable. Les prisonnières échangèrent des regards, prenant silencieusement note de ce qu'elles voyaient. Plusieurs étaient analystes formés leurs valeurs pour Berlin, étant liés à leur capacité à lire la capacité de production à partir des détails. Ce qu'elles observaient, la fréquence des trains, le volume de matériaux, l'empilement ordonné des biens,
suggérait un ennemi dont les ressources dépassaient les leurs. Une prisonnière nota plus tard dans un carnet retrouvé: « Nous pensions que l'Amérique était un pays de consommateurs. C'est au contraire un pays de producteurs. Chaque usine que nous passons est un autre clou dans notre cercueil. » Et pourtant, paradoxalement, personne ne montrait cette abondance. Les civils américains, longeant la route, vaquèrent à leurs occupations ouvriers en combinaison enfants, jouant au bord de la route, femmes portant des courses. Il n'y avait aucun signe de tension, ni d'effondrement, aucune des fatigues aux yeux creux qui caractérisaient les villes allemandes en 1944. Au contraire, la vitalité semblait se répandre depuis les rues elles-mêmes. Les prisonnières ne pouvaient pas le concilier, une nation qui menait une guerre mondiale, tout en nourrissant son peuple, en l'habillant correctement, en construisant routes et ponts, comme si la paix n'était jamais partie. Lorsque le convoi approcha de Richmond, les femmes restèrent silencieuses. Le choc du port avait cédé la place à une prise de conscience plus profonde. Ce qu'elles avaient vu en un seul après-midi surpassait ce que l'Allemagne pouvait produire en un an. Leur foi dans la propagande, affirmant que l'Amérique était douce, incapable et divisée, se dissolvait comme le givre sous le soleil de Virginie. Mais leur voyage n'était pas terminé. Devant elles se trouvaient les camps eux-mêmes, les centres de traitement, où, paradoxalement, leurs geôliers les traiteraient avec une dignité et un soin qu'elles n'avaient pas anticipés. Et dans cela, une nouvelle révélation les attendait. Les bus quittèrent la route principale au crépuscule, le gravier craquant sous les pneus, alors qu'ils approchaient d'un vaste complexe entouré de fils barbelés. Les femmes se préparèrent, s'attendant à la saleté, à la surpopulation et à la brutalité. La propagande allemande avait peint les camps de prisonniers de guerre américains comme de simples cages. Mais lorsque les portes s'ouvrirent, un autre paradoxe se révéla. Les baraquements devant elles ressemblaient davantage à un campus universitaire qu'à une prison. Des rangées soignées de bâtiments en bois s'alignaient ordonnés. Leurs toits étaient goudronnés pour résister aux intempéries. La fumée s'élevait des cheminées, portant l'odeur du pain chaud provenant d'un hall proche. Au-delà des baraquements s'étendèrent des jardins soignés et un terrain aménagé pour les loisirs. Une femme, une infirmière, nommée Hildegarde, murmura « Impossible, ils vivent mieux ici que nos propres soldats au front. » À l'intérieur du centre de traitement, le choc s'intensifia. Chaque prisonnière se vit attribuer un numéro, fut photographié et reçut une laiterie neuve. Puis vint l'examen médical. La docteure Elizabeth Crawford, médecin de la marine, procéda aux examens avec un professionnalisme vif. Elle vérifia les dents, ausculta les poumons et nota la malnutrition dans presque tous les cas. « Vous viviez sur 1200 calories par jour, peut-être moins », dit-elle à une interprète. Nos hommes en reçoivent le double même sur le terrain. Pour les Allemandes, le contraste était frappant. Chez elles, les rations s'étaient réduites à de fines tranches de pain noir, du café Ursat et des potages à queue. Ici même, les prisonnières étaient mesurées pour recevoir des chaussures adaptées et vaccinées contre les maladies. Ingrid écrivit plus tard dans son journal: « Ils nous traitent comme des patients, pas comme des ennemis. C'est à la fois une insulte et une miséricorde. » Le paradoxe ne s'arrêtait pas à la nourriture ou aux soins médicaux. Ce soir-là, les femmes furent conduites à leur baraquement, où des lits propres avec couvertures en laine les attendaient. Savons et serviettes étaient empilés en piles soignées près des lavabos. Un représentant de la Croix-Rouge expliqua que selon la Convention de Genève, les prisonniers avaient droit à une dignité minimale. Les Allemandes regardaient incrédules. Leur propre gouvernement avait signé ces conventions, alors que des prisonniers soviétiques et français dans le Reich mouraient de faim en plein air. Les chiffres racontèrent l'histoire avec une netteté frappante. Dans les camps américains, les prisonniers de guerre allemands recevaient en moyenne
3500 calories par jour, plus que de nombreux civils américains soumis au rationnement. Dans les camps allemands, les prisonniers alliés mouraient souvent de faim, avec moins de 1000 calories. Une prisonnière avoua d'une voix basse « Si Berlin connaissait la vérité, il ne nous pardonnerait jamais d'avoir survécu aussi bien. » Les détails sensoriels s'imprimaient dans leur mémoire. L'odeur des draps propres, le goût du pain blanc et du beurre au dîner, le cliquetis des couverts en acier inoxydable, autant de symboles d'abondance. Dans un coin, une prisonnière éclata en sanglots après avoir croqué dans une orange, un fruit qu'elle n'avait pas vu depuis avant la guerre. « Pour nous, murmura-t-elle, c'est un luxe au-delà de toute raison. » Pourtant, ce traitement n'était pas de l'indulgence, c'était de la discipline. Les gardes maintenaient l'ordre avec fermeté et l'évasion n'était pas tolérée. Mais la civilité elle-même était une démonstration subtile de la confiance américaine. Comme le remarqua un officier américain, « Nous pouvons nous permettre de bien les traiter. Nous n'avons pas peur d'elles. » Les femmes restèrent éveillées cette première nuit, écoutant le bourdonnement bas d'un générateur et le lointain aboiement d'un chien de garde. Pour certaines, c'était la première nuit de repos ininterrompue depuis des mois. Pour d'autres, c'était un tourment. Recevoir de l'humanité de la part de l'ennemi rendait la brutalité du Reich encore plus difficile à justifier. Mais ce qu'elles avaient vu jusqu'ici, le port, les routes, les baraquements, n'était que la surface de la puissance américaine. Bientôt, elles entendirent des voix crépiter à travers des radios ouvertes et des lignes téléphoniques révélant quelque chose d'encore plus déconcertant, un effort de guerre coordonné avec une portée défiant l'imagination. La routine matinale commença par l'appel, la sonnerie du clairon tranchant l'air automnal. Après le petit déjeuner, œufs toast et café chaud au goût de luxe, les prisonnières furent escortées dans une salle commune. Là, pour la première fois, elles entendirent quelque chose qu'on leur avait dit ne pas exister le pouls ouvert des communications américaines. Les radios bourdonnaient, les téléphones sonnaient et le cliquetis régulier des machines à écrire emplissait l'air. Pour des femmes formées au travail des signaux au radar et à la logistique, le paysage sonore lui-même était une révélation. Elles se penchèrent en avant, oreilles attentives. À travers le grésillement d'un poste à ondes courtes, des voix parlaient un anglais précis, annonçant la météo du Kansas, les manifestes d'expédition de la Nouvelle-Orléans, le trafic naval sur la côte Pacifique. L'aspect étonnant n'était pas seulement l'ampleur des informations. C'était leur ouverture totale. Une des Allemandes, une ancienne opératrice radio nommée Lo, murmura « Ils ne prennent même pas la peine de le cacher. Ils diffusent au monde parce qu'ils le peuvent. » Dans le Reich, le secret était absolu. Les lignes étaient surveillées, les codes cryptés et la paranoïa gouvernaient chaque transmission. Ici, l'ouverture était à la fois déroutante et terrifiante. Un sergent de l'armée américaine remarqua l'attention concentrée des femmes et expliqua avec désinvolture « C'est juste la routine. Nous avons des milliers de stations, des milliers de lignes, chaque État, chaque base, chaque navire. Nous sommes tous connectés. » Il haussa les épaules comme s'il ne décrivait rien de remarquable. Mais pour les prisonnières, c'était stupéfiant. Les réseaux fragmentés de l'Allemagne, paralysés par les bombardements et les pénuries constantes, peinaient à maintenir la communication à travers son territoire rétréci. Les statistiques confirmaient ce que les femmes réalisaient en temps réel. En 1944, les États-Unis exploitaient plus de 400 000 téléphones pour les services militaires seulement avec des lignes civiles, se comptant par dizaines de millions. En revanche, le Reich disposait de moins de 2 millions de lignes fonctionnelles nombreuses, étant concentrées dans des villes déjà réduites en ruines. Les prisonnières étaient autorisées à envoyer des lettres chez elles, sous la supervision de la Croix-Rouge. Certaines dictaient même des messages à des secrétaires qui les tapaient sur du papier à lettres propres. Ingrid nota plus tard. «
Toucher un téléphone, voir une lettre circuler librement, c'était ressentir la civilisation à nouveau. Et pourtant, cette liberté était ce qu'on leur avait appris à mépriser. Le paradoxe était saisissant. La générosité de leurs geôliers mettait en évidence la faillite des promesses de leur propre régime. L'expérience sensorielle renforçait cette leçon. Le bourdonnement régulier des tableaux de commutation, le claquement métallique des prises insérées, le cliquetis constant des machines à téléscripteurs. C'était une symphonie d'efficacité. Les femmes comprirent que cette infrastructure invisible était une arme aussi décisive que les chars ou les avions. Les guerres ne se gagnent pas seulement avec le fusil, elles se gagnent par la coordination. Hildegard l'infirmière confessa plus tard dans une interview d'après-guerre « Je croyais que l'Amérique était désorganisée, paresseuse, sans discipline. Au lieu de cela, j'ai vu que même leur voix avait un de l'ordre. La guerre vivait dans chaque ligne téléphonique, chaque onde radio. C'était inévitable, mais les Américains ne cherchaient pas à se montrer. Pour eux, c'était une administration routinière. Ce qui secouait le plus les prisonnières, c'était la normalité même de tout cela. Si c'était le bruit de fond, d'un seul camp en Virginie, à quoi devait ressembler l'ensemble du réseau des États-Unis. Ce soir-là, alors que les femmes retournaient à leur baraquement, le paradoxe pesait lourdement sur elles. Elles étaient des soldats capturés, s'attendant à l'humiliation. Au lieu de cela, on leur offrait des aperçus d'un système si vaste qu'il semblait informel dans sa puissance. Pour le Reich, chaque secret était une armure. Pour l'Amérique, la transparence était une force. Et bientôt, la preuve de cette force allait devenir encore plus visible. Leur prochain voyage les mènerait dans les hangars, où l'ampleur de la puissance aérienne américaine, mesurée non pas en murmures et signaux, mais en ailes d'acier et moteurs rugissants, briserait encore davantage leurs illusions. La première chose qu'elles remarquèrent fut l'odeur. Épaisse d'huile de caoutchouc et d'essence, une senteur si forte qu'elles s'accrochaient à leurs vêtements longtemps après leur départ. Le convoi de bus s'arrêta à côté d'un énorme hangar ondulé, dont les portes s'ouvraient, comme la gueule d'une bête colossale. À l'intérieur, les ailes brillaient sous les lampes. Les moteurs étaient suspendus aux grues, et des équipes de mécaniciens s'affairaient sur les fuselages avec une précision presque chorégraphiée. Pour les femmes allemandes, la plupart élevées avec les récits de supériorité de la Luftwaffe, ce site fut un choc. Les avions allemands, Messerschmitt Junkers Focke-Wulf, restaient inégalés. Et pourtant, ici se tenaient des rangées de bombardiers et de chasseurs américains, non pas cachés dans un secret précieux, mais exposés au grand jour, par dizaines peut-être par centaines. Un sergent nommé Michael O'Brien, chargé d'escorter les prisonnières, les guida le long du hangar. C'était un Irlandais américain, jovial, les manches couvertes de graisse sans conscience, qu'il révélait quelque chose de remarquable. « Celui-ci ici, dit-il, en tapotant le flanc d'un B-24 Liberator. Peut être remplacé en 3 jours s'il est perdu. 3 jours, mesdames, c'est ainsi que nous les produisons. » Ces mots frappèrent plus lourdement que n'importe quelle bombe. 3 jours. En Allemagne, les usines d'avions étaient réduites en ruines par les raids alliés. Les pièces détachées étaient rares. Les moteurs prenaient souvent des semaines à assembler. Certains avions étaient cannibalisés simplement pour maintenir d'autres en vol. Ici, l'idée qu'un bombardier perdu puisse être remplacé comme un simple article à remplir les stupéfiait. Les chiffres confirmaient la vantardise d'O'Brien. Rien qu'en 1944, les États-Unis produisirent 96 000 avions, plus que l'Allemagne n'en avait construit durant toute la guerre. À son apogée, un nouvel avion sortait des chaînes de montage américaines toutes les 5 minutes. L'ampleur du contraste était obscène. Les détails sensoriels rendaient la révélation indéniable.
Le martèlement rythmique des riveteuses résonnait dans le hangar comme un tir de mitrailleuse, mais au lieu de destruction, cela créait de la puissance. L'air scintillait de la chaleur des soudeurs à l'arc. Les mécaniciens s'appelaient et s'interpellaient par-dessus le rugissement des moteurs testés. Le sol tout entier vibrait de l'activité industrielle. L'une des prisonnières, Lotte, l'opératrice radio, murmura « Tant d'avions et encore plus à venir ». Sa voix tremblait, non pas par peur des gardes, mais par la simple réalisation de ce qu'elle voyait. Hildegard l'infirmière confessa dans son journal « Nos dirigeants nous disaient que l'Amérique était faible, peu encline au sacrifice. Pourtant, ici le sacrifice était invisible. C'était de la production, pas du désespoir. Ce qui nous frappait le plus, c'était le naturel de tout cela. Les ouvriers plaisantaient, partageaient des cigarettes et s'essuyaient la sueur du front comme si assembler des avions n'était qu'un jour de travail ordinaire. Pour les Allemandes, à qui l'on avait dit que chaque ouvrier allemand était poussé à ses limites absolues, cette aisance était déconcertante. Comment un peuple si détendu pouvait-il produire une force aussi écrasante? O'Brien, remarquant leur étonnement, se pencha et dit avec un sourire « Vous croyez que c'est énorme? Vous devriez voir Détroit. Ce hangar n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. » Il rit et s'éloigna, laissant les femmes silencieuses. Le paradoxe flottait lourdement dans l'air. Pour le Reich, chaque avion perdu était une tragédie nationale. Pour l'Amérique, c'était un simple désagrément résolu en quelques jours. Cette différence à elle seule indiquait la trajectoire de la guerre. Alors que les femmes étaient reconduites au soleil, le rugissement d'un moteur en test fit trembler le sol sous leurs pieds. Le son les accompagna jusqu'au bus résonnant dans leurs os comme une prophétie. Mais leur éducation n'était pas terminée. Dans les semaines à venir, elles verraient quelque chose d'encore plus difficile, à nier des photographies et des rapports sur les campagnes de bombardement américaines qui prouvaient que cette puissance industrielle n'était pas théorique. Elle frappait le Reich avec une précision dévastatrice. 3 semaines passèrent dans le camp. Un étrange limbe de repas routiniers, de contrôles médicaux et de loisirs soigneusement surveillés. À présent, les femmes allemandes ne sursautaient plus au bruit des camions américains ou aux ordres criés en anglais. Mais le moment qui transforma le plus profondément leur compréhension ne vint pas de ce qu'elles voyaient en personne. Il vint de ce qu'on leur montra sur papier. Un matin, elles furent rassemblées dans une petite salle où des officiers du renseignement américain étalèrent des photographies sur de longues tables en bois. Les images en noir et blanc nettes et dévastatrices montrèrent des villes allemandes, vues du ciel des usines, avant et après les raids des jonctions ferroviaires, en ruine des usines de carburant synthétique, éventrées comme des coquilles d'œufs. Un officier expliqua d'un ton mesuré, en tapotant une photo des installations lunaires, près de Meersburg, qui produisaient la majorité du carburant aérien allemand, ou du moins le produisaient autrefois. L'image à côté montrait de l'acier tordu des pipelines brisés et des panaches de fumée figés dans l'air. Les femmes se penchèrent sur les photographies en silence. On leur avait dit dans les émissions nazies que les bombardements alliés étaient aléatoires, maladroits et largement inefficaces. Pourtant, ici se montrait quelque chose de précis, calculé et implacable. Photo après photo, le constat se confirmait. Une usine de roulement à billes à Schweinfurt, réduite en décombres, des ponts à travers la rive brisés comme des allumettes, des gares à Cologne jonchées de cratères. Une prisonnière nommée Martre murmura presque pour elle-même « Alors c'est pour cela que nos trains n'arrivent jamais ». Les statistiques confirmèrent les images. À la mi-1944, les bombardiers alliés larguaient plus de 200 000 tonnes d'explosifs sur l'Allemagne chaque mois. Les pertes d'avions étaient élevées, mais la production américaine, ces hangars de bombardiers qu'elles avaient déjà vus, rendait les pertes soutenables.
L'Allemagne, elle ne pouvait remplacer ni carburant ni machine. Chaque photo d'explosion mettait la vérité à nu. Le Reich saignait sous des cieux qu'il ne contrôlait plus. L'impact sensoriel était indéniable même sur des images fixes. Les femmes étudiaient les cicatrices blanches irrégulières des cratères contre la terre noire. Les restes squelettiques, d'usines autrefois animées, l'une écrivit plus tard dans son journal. Je pouvais presque sentir la fumée s'élever du papier. Ce qui les choquait le plus, c'était le naturel avec lequel les officiers présentèrent les images. Ce n'était pas du théâtre pour leur bénéfice. C'était une analyse de routine que les Américains réalisaient quotidiennement. Pour les prisonnières, chaque photographie était un poignard. Pour les officiers, ce n'était qu'un autre rapport dans une pile de milliers. Un officier expliqua sans malveillance « Nous n'avons pas besoin de tout détruire, juste le carburant, les roulements, les ponts. Quand ces éléments disparaissent, vos armées ne peuvent plus bouger. » Ces mots étaient des cliniques, mais pour les prisonnières, ils portèrent le poids de l'inéluctable. Ingrid écrivit ensuite « Ce n'était pas la haine qui nous a vaincus, c'était l'arithmétique. Le paradoxe était flagrant. La propagande allemande peignait l'Amérique comme imprudente et chaotique. Pourtant, ce que nous avons vu, c'était une précision froide et disciplinée. Quand la séance se termina, les femmes regagnèrent leur baraquement sous un ciel strié de traînées d'avions. Pour la première fois, elles eurent l'impression que les nuages eux-mêmes appartenaient à l'ennemi. Le Reich leur avait dit que les cieux leur appartenaient. La vérité, elle était écrite dans la fumée, au-dessus de leur tête. Mais cette nouvelle connaissance portait un dilemme moral. Devait-elle garder le silence, protégeant l'illusion à laquelle leur pays s'accrochait encore, ou devait-elle parler, risquant des accusations de trahison? Cette question atteindrait son paroxysme avec l'arrivée d'une lettre. Une lettre qui testerait à la fois leur loyauté et la volonté des Américains de révéler la vérité. La lettre arriva par un après-midi gris, glissée sous la porte des baraquements comme un objet de contrebande. Elle ne portait aucun cachet officiel, seulement un léger tracé au crayon sur l'enveloppe. Hildegard l'infirmière fut la première à la prendre, la retournant entre ses mains. Lorsqu'elle déplia le papier, les femmes se pressèrent autour d'elle comme des papillons autour d'une flamme. La lettre venait d'un autre camp de prisonniers allemands aux États-Unis, acheminée clandestinement par un réseau de prisonniers ayant trouvé des moyens de communiquer. Le message était court, écrit en allemand rapide. « Tenez bon, le Reich repousse sur tous les fronts. De nouvelles armes vont changer la guerre. Ne croyez pas ce que les Américains vous montrent. La victoire est proche. » Les mots résonnaient comme les mêmes promesses qu'elles avaient entendues avant leur capture. Pourtant, maintenant, après le hangar et les photographies, ces phrases sonnaient creux. Le ton de désespoir de la lettre surpassait sa bravade. Là où l'opératrice radio secoua la tête. Si nous gagnions, ils n'auraient pas besoin d'écrire cela. Mais Hildegard appuya le papier à plat sur la table, fronçant les sourcils. Pourtant, c'est ce qu'on dit à nos familles à la maison. Et si elles y croyaient, alors que nous savons autre chose? La tension dans la pièce s'épaissit. Leur vie dans le camp était déjà façonnée par le paradoxe mieux traité par leurs geôliers que par leur propre régime nourri régulièrement, tandis que leurs familles mouraient de faim, confrontées à des vérités contredisant la propagande inébranlable du Reich. Maintenant, la lettre menaçait de les replonger dans l'ombre des croyances. Ce soir-là, un lieutenant américain, l'un des officiers qui leur avait montré les photographies des bombardements, s'adressa aux femmes. Il tenait la lettre dans sa main, clairement interceptée. « Vous n'êtes pas obligés de me croire, » dit-il son allemand hésitant mais clair. « Mais vous devez savoir ceci, nous ne vous montrons pas de mensonges. Nous n'en avons pas besoin. » Il posa alors un nouveau jeu de photographies sur la table. Celle-ci montrait à des dépôts ferroviaires encore plus récents à Francfort, réduits en ruines des colonnes de fumée, s'élevant de Hambourg, semblant s'étirer jusqu'au ciel.
Le contraste entre la lettre clandestine et les images nettes ne pouvait être plus frappant. Pour la première fois, une des prisonnières Greta, qui était restée silencieuse pendant des semaines, parla avec fermeté. Si l'Allemagne possède de telles armes, pourquoi ne les arrête-t-elle pas? Elle tapota la photo du doigt tremblant. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel ordre d'un garde. Cette nuit-là, peu d'entre elles dormirent. Le bruit lointain des moteurs d'un terrain d'entraînement proche résonnait dans l'obscurité comme un rappel. Leurs rêves étaient remplis de fumée d'usine s'effondrant, et de cette pensée obsédante, peut-être que la loyauté n'était devenue qu'une habitude de peur. La lettre avait voulu voler leur foi. Au lieu de cela, elle l'avait fissurée davantage. La question de ce qu'il fallait croire n'avait plus de réponse facile. Et dans les semaines qui suivirent, à mesure que les gardes américains autorisaient des visites plus encadrées dans les villes locales, le contraste entre la propagande et la réalité s'approfondit jusqu'à ce que le déni ne soit plus possible. Le printemps 1945 apporta avec lui un étrange silence. Les baraquements qui autrefois bourdonnaient de rumeurs et d'incrédulité devinrent plus calmes chaque jour. Les journaux laissés délibérément dans les salles communes par les officiers américains annoncèrent la chute d'une ville allemande après l'autre Cologne, Dresde-Francfort. Chaque gros titre était un clou enfoncé dans le cercueil de la certitude. En avril, les murmures parvinrent même aux femmes allemandes du camp. Hitler était mort. Le Reich, qui avait prétendu durer 1000 ans, s'était effondré en à peine 12. Les femmes s'assirent sur les lits en bois, se regardant incapables de réconcilier le monde dans lequel elles avaient été élevées avec celui qu'elles voyaient maintenant s'effondrer. Ingrid écrivit dans son journal « Nous sommes venus ici comme soldats d'une nation qui se croyait destinée à régner sur l'Europe. Maintenant, je ne vois que des enfants nourris de mensonges, tandis que l'Amérique construisait un monde au-delà de notre compréhension. » L'armée américaine commença à préparer les prisonnières pour leur rapatriement. Les femmes reçurent des uniformes propres, des examens médicaux et des rations pour le voyage de retour. Certaines pleuraient à l'idée de revoir leur famille. D'autres craignaient ce qui les attendait dans une Allemagne vaincue et affamée. Pour tout le voyage, portait un paradoxe troublant. Elles laissaient derrière elles confort et ordre dans le pays de l'ennemi pour retourner au chaos de leur patrie. Avant le départ, un officier de la Croix-Rouge présenta à Ingrid une décision. Elle pouvait transmettre un message chez elle, non une lettre personnelle, mais un rapport aux autorités allemandes. Washington avait débattu du risque. Ces mots seraient-ils considérés comme de la propagande ennemie? Ou pourraient-ils servir de preuve de l'inutilité de la résistance? Le compte-rendu d'Ingrid fut bref, mais sans détour. La force de l'Amérique n'est pas un mensonge. Elle est partout, dans leurs machines, leurs usines, leur nourriture, leur unité. Continuer cette guerre est de la folie. Lorsque le navire qui les transportait accosta à Bremerhaven, son rapport fut transmis à sa chaîne de commandement. La réaction fut prévisible. Les officiers allemands le rejetèrent immédiatement, la qualifiant soit de traîtresse, soit de femme naïve séduite par la tromperie américaine. La vérité était trop vaste pour tenir dans leur idéologie en contraction. Mais pour les femmes elles-mêmes, la vérité ne pouvait être effacée. Elles avaient vu des avions sortir des chaînes de montage plus vite qu'ils ne pouvaient être détruits. Elles avaient mangé des repas plus abondants que ce que leur famille pouvait imaginer. Elles avaient marché dans des rues où les enfants jouaient sans craindre les raids aériens. Ce qu'elles rapportaient n'était pas seulement un souvenir, mais une comparaison, une contradiction vivante avec tout ce que le Reich avait promis. Des années plus tard, certaines raconteraient à leurs enfants et petits-enfants ce voyage surréaliste en Amérique. Elles ne parlaient pas d'humiliation, mais d'éveil. Elles se souvenaient du claquement des marteaux sur les chantiers navals, des rangées interminables de chars de la liberté, d'expressions qu'elles entendaient dans chaque café et chaque rue.
Ce sont des impressions qu'aucune photo ni discours ne pouvait effacer. Elles étaient devenues comme prisonnières d'un régime qui se proclamait invincible. Elles partirent comme témoins de son illusion. Et en fin de compte, ce n'étaient pas les bombes américaines qui les avaient le plus troublées. C'était l'abondance américaine, sa capacité inlassable à créer et son refus de se plier à la rareté. Ce n'était pas de la propagande, c'était la réalité. Elles étaient venues comme conquérantes. Elles repartirent comme étudiantes. Au bilan final, la plus grande arme de l'Amérique n'était pas son arsenal, mais la preuve que la liberté, lorsqu'elle est associée à l'industrie et à la volonté, pouvait surpasser toute tyrannie.